personnalités au mouvement ouvrier. La première, c'est 1831, c'est Philippe Buchet, P-U-C-H-E-Z, qui est un médecin philanthrope qui s'intéresse à la question sociale, comme on dit, au XIXe siècle, et qui pense que le mieux, c'est que les producteurs se regroupent de façon à commercialiser leur production, être indépendants des patrons et se constituer leur propre capital. Donc il y a une première expérience en 1831 qui est une association de menuisiers, qui est relayée 3 ans plus tard, en 1834, par l'association des bijoutiers en doré, qui elle va durer une bonne vingtaine d'années. On a en fait dans ces expériences en France l'origine, c'est les premières associations ouvrières de production, et donc c'est l'origine des SCOP. D'accord? C'est ça. Il faut savoir que c'est essentiellement en France, enfin, c'est en France qu'on voit les premières coopératives de travail s'instaurer. Puis une autre expérience importante, qui cette fois-ci nous fait traverser la Manche, on va aller en Grande-Bretagne, dans la banlieue de Manchester, à Rochdale, c'est l'histoire des pionniers équitables de Rochdale, 1843. Alors là encore, c'est le mouvement ouvrier, ce sont des tisserands, 28 tisserands, qui se retrouvent sans travail, et qui décide, tiens, je vois qu'il y a un excellent livre dessus, aux éditions du Commun, que l'on peut recommander aussi, je le vois brandi. Plutôt que de dire on va se regrouper pour vendre notre production de tisserands, ils vont dire on va regrouper avant toute chose des consommateurs autour de nous, de façon à créer un magasin coopératif. Pourquoi? Parce que la question du prix, c'est aussi un élément, prix des produits, de l'exploitation de la classe ouvrière, comme ils le pensent. Donc il faut s'autonomiser du point de vue des circuits de distribution. Et ça a l'avantage, par rapport aux associations ouvrières de production, de court-circuiter le marché, vous le comprenez. On se crée un marché, et donc la production est le résultat de la volonté des usagers, des utilisateurs, des consommateurs. Donc une autre approche. Et avec des statuts absolument extraordinaires. Alors je ne rentre pas en détail sur les pionniers équitables de Rochdale, je pense que alors on dit souvent c'est l'origine des coopératives de consommation. Je pense que quand on lit l'histoire des pionniers équitables de Rochdale, c'est très très réducteur, c'est passé par différentes phases, je crois que 20 ans après il y a eu un tournant qui fait qu'effectivement c'est devenu l'origine des coopératives de consommation. Ça avait une portée émancipatrice qui à mon avis était relativement forte pour l'époque. Donc avec ces deux expériences, on s'aperçoit qu'on a en fait les deux types de coopératives qui naissent à l'époque. La première, ce sont les travailleurs qui sont membres de la coopérative, qui commercialisent leur production. Et dans la seconde, ce sont des usagers qui se regroupent pour répondre à un besoin qu'ils ont et qu'ils expriment, et qui vont se mettre à embaucher des personnes pour répondre à ce besoin. Et on va trouver à partir de là, je dirais, alors ça c'est dans des coopératives de consommation, on va trouver à partir de là toute une série de coopératives qui vont se créer. Et assez curieusement, tout se crée quasiment dans la suite du 19e siècle. On a en 1852 la première expérience de coopérative bancaire en Saxe, donc future Allemagne, avec Schulze-Delitzsch, qui sera ensuite, quelques années plus tard, relayé par Raiffeisen, qui aura d'ailleurs une approche très différente de Lutz Schulze-Delitzsch, une façon très très différente d'aborder le problème du capital, mais ça nous fait rentrer dans des détails que je ne parviendrai pas à couvrir en 10 minutes, vous l'avez compris. On a la coopérative agricole. Alors, coopérative agricole un petit peu particulier, parce qu'on peut considérer que l'ancêtre de la coopérative agricole, ce sont les fruitières du Jura, avec une première expérience à Déservilliers en 1273, donc ça nous ramène bien avant le mouvement ouvrier. Mais la coopération agricole, c'est à peu près le seul exemple qu'on a. La coopération agricole en France va naître en 1880 dans le Loir-et-Cher et commencer à se multiplier ensuite au travers de coopératives viticoles et autres, et donner naissance à des mastodontes, quelqu'un a cité Sodial par exemple. On a aussi dans la coopération agricole, alors, bon, on en reviendra sur le type de coopération agricole, qu'est-ce que c'est. On verra ensuite des coopératives d'habitants se créer. Alors ça c'est surtout le monde germanique et le monde anglo-saxon qui voit ça. On en a très très peu en France, mais ça commence. C'est un phénomène qui commence. Il y a une fédération des coopératives d'habitants qui s'est créée et quelques expériences qui fonctionnent. Et puis on a, je dirais, au tournant du XXe siècle, l'apparition des coopératives de commerçants. Alors les coopératives de commerçants, là c'est quelque chose de très particulier. Ce sont des commerçants indépendants, donc des entreprises, qui se regroupent de façon à créer leur centrale d'achat, et puis certaines à se mettre plus ou moins en franchise de facto. Donc vous connaissez les 3 grands noms en France, c'est Intermarché, c'est Leclerc, c'est
les mousquetaires Intermarché, Leclerc et Système U. Ah, absolument, merci. Système U. Tout à l'heure, on a cité Biocoop. Biocoop, c'est à la fois une coopérative de commerçants, d'accord, en tant que telle, mais c'est aussi des biocoop individuels qui chacune ont des statuts. Au départ, c'était des coopératives de consommateurs qui se sont créées. On a ensuite eu des commerçants indépendants qui se sont mis en biocoop. Et puis on a plus récemment des SCOP qui sont biocoop. Et tout cela est fédéré par la coopérative de commerçants Biocoop. Donc vous voyez, y compris sur ce statut, on a, je dirais, peut-être le meilleur et puis le pire, si je puis dire. Donc voilà. Bon, voilà, je pense avoir dressé un panorama. Alors bien entendu, il y a encore d'autres coopératives qui existent, coopératives scolaires et autres, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Je voudrais juste dire, bon maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une coopérative? On s'aperçoit que ce sont des expériences multiples, et puis la formalisation, elle s'est faite beaucoup plus tard. En fait, elle s'est faite en 1996, pas 1896, 1996, au congrès de Manchester de l'Alliance coopérative internationale, qui s'était créée un siècle plus tôt, et qui a déterminé 7 principes qui définissent une coopérative. Alors je vous laisse les regarder, on ne va pas les lister parce que c'est trop long. Vous le trouverez sur le site web de l'Alliance coopérative internationale. Je vais quand même tâcher de résumer ce qui, selon moi, fait la spécificité d'une coopérative par rapport à une entreprise traditionnelle. C'est le lien, pour moi, entre l'objet social et le capital, qui est complètement renversé entre une coopérative et une entreprise traditionnelle. Dans une entreprise traditionnelle, ce qui est important, c'est le capital. On se retrouve ensemble, on amène de l'argent et notre objectif, c'est d'avoir plus d'argent avec de l'argent. Et l'objet social, c'est-à-dire ce que va produire l'entreprise, est au service de cette volonté de faire de l'argent avec plus d'argent avec de l'argent. D'accord. Donc l'objet social est second. Dans une coopérative, on a le rapport exactement inverse, c'est-à-dire qu'on se réunit pour un objet social. Ça peut être on veut travailler ensemble, commercialiser notre production ensemble, on veut répondre à un besoin social que nous exprimons. Et le capital, c'est-à-dire l'argent qu'on va lever, il est là simplement pour permettre la réalisation de l'objet social. Donc un rapport totalement inverse qui a 2 conséquences. La première, c'est le fait que les décisions cette fois-ci se prennent sur la base d'une personne, d'une voix. Ah oui, c'est normal, c'est démocratique. On ne s'est pas réunis pour faire de l'argent, on s'est simplement réunis pour faire quelque chose ensemble. Donc, ça paraît un petit peu plus logique d'être délibéré sur la base d'une personne, d'une voix. Et le deuxième, c'est la rémunération limitée du capital. C'est-à-dire que le capital, dans certaines coopératives, ne sera pas du tout rémunéré, dans d'autres, elle le sera, mais de toute façon, ça ne peut pas être une rémunération infinie. Et ça aboutit à quelque chose qui est le traitement des réserves. Alors, les réserves, qu'est-ce que c'est? Ce sont, je vais dire, lorsque nous avons des excédents de gestion. Alors, je parle d'excédents de gestion, et en coopérative, je tiens à ce terme. En entreprise, on appelle ça un profit. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des, entre guillemets, des coûts, hein, d'accord, des fournisseurs, masse salariale, des amortissements, etc. Et lorsque ça dépasse, dans une entreprise privée, c'est le profit qui appartient aux actionnaires. Quand on est dans une coopérative, on appelle ça un excédent de gestion, je tiens vraiment à ce terme. Et les excédents de gestion qu'on conserve dans l'entreprise ont un caractère impartageable. On appelle ça des réserves impartageables. Ça signifie que ces réserves n'appartiennent pas en propre aux sociétaires. Encore une fois, on parle de sociétaire dans une coopérative, on ne parle pas d'actionnaire. Le sociétaire n'appartient pas aux sociétaires, mais ça appartient à la coopérative en tant que telle pour son développement futur. Donc on voit qu'on a, au travers de ces réserves impartageables, selon moi, c'est la thèse que je défends dans mes bouquins, la constitution d'une propriété collective. Voilà. Ceci étant, une fois qu'on a posé ces principes, vous avez compris qu'une question reste toujours ouverte et qui n'a jamais pu être résolue, c'est la question de qui sont les membres. Alors, qui sont les membres? Toujours pareil, il y a pour moi 2 grandes familles. Les coopératives de travail, dans lesquelles on va retrouver les SCOP, mais on va retrouver aussi les coopératives d'activité et d'emploi. On a mentionné l'Oxalis tout à l'heure. Je pense que tes coopératives éphémères s'insèrent dans ce concept. Voilà, donc ce sont les gens qui travaillent, qui dirigent la coopérative. Puis il y a les coopératives d'utilisateurs, où les membres, ce sont ceux qui bénéficient des services. Et dans lequel on va, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt c'est qu'on court-circuite le marché, jusqu'à un certain point. Je crois que l'expérience de la distribution des années 50-60 nous en a montré les limites, très clairement. Mais surtout, on va embaucher pour ça, et le problème c'est que le statut du travail va être subordonné, comme dans une entreprise classique.
ce qui est quand même un problème, même si les rapports sont évidemment jamais les mêmes. Alors comment résoudre ce problème? On commence à voir aujourd'hui apparaître ce qu'on appelle au niveau mondial des coopératives multicollèges. Alors on travaille dans ces coopératives cette fois-ci sur la base toujours d'une personne, une voix, mais on va répartir les membres en catégories qui vont ensuite former les collèges et on va donner un pouvoir à chacun des collèges. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple dans une SIC, l'exemple archétype c'est la SIC française, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, on va dire, par exemple, les salariés vont avoir 35% des voix, les utilisateurs vont avoir 35% des voix, on les appelle les bénéficiaires en langage SIC, et les 30% restants, ça peut être une collectivité territoriale, ça peut être des financeurs, ça peut être M. Bernard Tapie, dans le cas de Nice Matin, etc. Voilà, donc ça c'est le format SIC. Ça c'est, je dirais, pour moi, les coopératives multicollèges. Alors, on les appelle SIC en France, ce sont les coopératives de solidarité au Québec, ce sont les coopératives sociales italiennes, c'est eux qui ont innové, hein. C'est les Italiens là, qui ont innové là-dessus plus que nous, on les a copiés. Donc voilà un petit peu la tentative de résolution de ce dilemme entre travailleurs et usagers. Enfin, je vais terminer sur une vision de ce que représente le mouvement coopératif à l'échelle internationale. Il faut comprendre que c'est énorme. Il faut savoir que c'est 1 milliard de membres, excusez-moi, 1 milliard de membres. Donc en gros, allez, une personne sur 6 est membre d'une coopérative dans le monde, sachant qu'on peut être membre de 2 coopératives différentes. Si on regarde maintenant en personnes employées, il y a 250 millions de personnes qui travaillent dans une coopérative dans le monde. Mais dans ces 250 millions de personnes, il n'y a que 4 millions de personnes qui travaillent dans une coopérative de travail. D'accord ? Donc on s'aperçoit que le gros des coopératives, ce sont les coopératives de consommation, les coopératives bancaires, les coopératives agricoles, les coopératives de commerçants. Il faut vraiment avoir cette image en ligne. Et dans ces 4 millions qui travaillent dans une coopérative de travail, il faut savoir que tout le monde n'est pas forcément sociétaire. D'une part, c'est le cas par exemple en SCOP. En SCOP, on précise dans les règlements des SCOP que les travailleurs, les salariés doivent avoir la majorité du capital et les 2/3 des voix, bien sûr. Dans d'autres, les règles sont plus drastiques, c'est le cas en Espagne, par exemple, ils doivent avoir 100%. Mais en France, il y a des cas où il y a des salariés non sociétaires. Et dans ces 4 millions, on intègre aussi les fameuses coopératives du collège, qui est quelque chose, selon moi, de discutable, mais que je développe évidemment dans un milieu. On pense souvent à l'Argentine et ces fameuses entreprises récupérées par les travailleurs. Et on se dit, bah tiens, c'est là que ça existe, là-bas c'est la révolution et tout. Non, pas du tout. Je crois que c'est une vision qui est relativement fausse. C'est un phénomène réel, profond, qui s'inscrit dans le temps. Mais ça reste un phénomène relativement marginal. Et quelque part, moi je questionne pour savoir est-ce que finalement, dans notre pays, en France, on n'a pas un phénomène d'entreprise récupérée qui ne dit pas son nom, mais qui existe, qui est aussi marginal, il faut le reconnaître, mais qui existe, qui se développe, moins identifié, parce que ça se noie dans la fédération des SCOP, la Confédération Générale des SCOP, ce qui est très bien d'ailleurs, je dirais. Les Argentins, c'est vrai, rêvent d'avoir un organisme comme ça qui fédérerait, et ça n'existe pas là-bas. Donc je voudrais un petit peu donner corps à ce mouvement des entreprises récupérées en France. Alors, c'est un phénomène finalement qui est plus ancien que ce qu'on a vu en Argentine, si on regarde. Je crois que les premiers exemples qu'on a de reprise, c'est ce qu'on a appelé les SCOP de lutte dans les années 70-80. Alors, c'est quelque chose de tout à fait nouveau à l'époque. Pourquoi ? Parce que là, c'est le mouvement syndical qui commence à s'intéresser aux SCOP. Il faut voir que les SCOP, c'était vu comme quelque chose de relativement conservateur. J'ai oublié de le dire, mais Philippe Buchet, que j'ai mentionné tout à l'heure, était un médecin avec des idées plutôt conservatrices sur pas mal de choses. Il voulait résoudre la question Et donc le mouvement, je dirais, syndical a longtemps boudé les SCOP. Et on trouverait dans la littérature toute une série de choses qui vous expliquent que c'est quelque chose de dingue. Et ça commence avec, le premier exemple, c'est Paris. C'est Manuest, une société de bois dans les Vosges, qui va se transformer, devenir Vogica. Alors,
anciens d'entre nous s'en souviennent. Moi, je me souviens des publicités Cagivo à la télévision sur les cuisines Bogica, voilà. Ben, c'était une scope, voilà, faut le savoir. L'autre exemple, c'est LIP, effectivement. Alors, c'est LIP, c'est la deuxième phase du combat des LIP, si je puis dire. C'est que la première phase, ils étaient sur l'orientation, il faut qu'on ait la réintégration de la totalité des salariés menacés de licenciement. Ils l'ont obtenu en 1974 par les accords de Gaulle. Malheureusement, 2 ans plus tard, le gouvernement lâche LIP en termes de commandes et autres, et puis on aboutit à la liquidation réelle de la société Nouvelle LIP. Et c'est à partir de ce moment-là que les syndicalistes vont dire bon, ben, il faut faire quelque chose sur LIP, et on va créer des scopes. Alors la première, ça s'appelle les industries de Palante, LIP, d'accord, une petite scope. D'autres scopes vont se créer, il y en aura 6 qui vont se créer. Je crois qu'il y en a toujours 2 ou 3 qui fonctionnent toujours à l'heure actuelle. Et puis le dernier exemple, un petit peu plus tardif, c'est 1981, avec Manu France qui va lancer la scope des scopes de distribution, qui vivra de 81 à 85 à l'initiative, cette fois-ci, de la CGT. Et puis on va rentrer dans une période dans laquelle le mouvement des scopes, d'une façon générale, va faire une grosse transition, et en termes d'entreprises récupérées, ben, on en aura relativement peu. Je voudrais citer, puisqu'on est dans la région, le cas de Serralec. En 2004, c'est une entreprise d'isolateurs électriques de haute tension qui va être relancée suite à son lâchage par une multinationale américaine. Et c'est une très très belle reprise. Elle existe toujours, elle fonctionne bien, ils ont réembauché, ils ont monté les salaires, c'est vraiment bien. Et une autre en Bretagne, les aciéries de Ploermel en 2005, on peut aussi citer. Mais je crois que s'il y a un deuxième départ qui va se faire dans ces vagues de reprise d'entreprises par les salariés, c'est l'automne 2010, avec 2 cas emblématiques, Sifrance et Fralib, qui ont été cités, Fralib a été cité tout à l'heure. Sifrance, qu'est-ce que c'est? C'est une filiale de la SNCF. Elle faisait des traversées en ferry sur la Manche, Calais-Douvres, et puis difficulté, dépôt de bilan et interdiction, du fait des règlements de Bruxelles, on est sur un secteur concurrentiel, pour la SNCF de recapitaliser sa filiale. Comment on fait? Et la section CFDT locale, qui va se faire exclure d'ailleurs de la CFDT, va préconiser le maintien de la totalité des emplois sous forme d'une scope, à la condition que les actifs leur soient cédés pour 1 euro symbolique. Solution qui sera refusée. Donc la société Sifrance va être mise en liquidation, de façon très très sale d'ailleurs par la direction, enfin je ne vais pas entrer dans le détail, et ils vont reprendre en août 2013, dans une autre formule, avec 600 emplois au lieu des 870 malheureusement, en faisant un partenariat avec Eurotunnel. Et malheureusement, ce partenariat va être dénoncé par les autorités britanniques comme abus de position dominante, et puis ils vont lâcher prise devant les difficultés, malheureusement 2 années plus tard, en 2015. Autre histoire beaucoup plus heureuse, c'est celle des Fralib, qui sont, alors c'est une usine de conditionnement de thé et d'infusion, c'est une filiale d'Unilever, ils décident de la fermer, et là les salariés disent non, il en est hors de question, aucun boulon ne sortira de cette usine, ils ont tenu cette promesse. Ils ont réussi à retoquer en justice les plans de licenciement, les plans de sauvegarde de l'emploi, 3 plans successifs qui ont été retoqués. Un conflit, on ne va pas rentrer dans toutes les phases, sauf si le débat nous y amène, mais qui aboutit beaucoup plus tard, en mai 2014, à un protocole de fin de conflit, qui donne naissance à une nouvelle scope, qui est la scope thé et infusion, qui aujourd'hui fonctionne et se lance. Et puis dans cette époque, vous savez, alors quand je dis cette époque, c'est grosso modo de 2010 à 2015-2016, une vague relativement importante de reprise d'entreprises par les salariés. On peut citer Elio Corbeil, c'est des héliogravures en Ile-de-France. On peut citer à côté la SET, qui est une entreprise de précision, comment on appelle ça, de soudure de microchips, à un demi-micro près, donc c'est de la haute technologie, vous voyez, la coopérative peut aussi s'adapter à la haute technologie, contrairement à ce qu'on dit. C'est Fontanil, de la dentelle élastique dans le but de la Haute-Loire, le Puy-en-Velay. Voilà. Vous avez Arfeo Bureauform dans l'Ouest qui aura malheureusement une existence malheureuse, ça va durer 2-3 ans, société de construction de meubles. On peut citer les glaces Pilpa, les anciens Pilpa. Alors c'est un conflit qui est très très proche de Fralib par bien des aspects, qui va donner naissance aux glaces Label Road à Carcassonne. Donc un conflit beaucoup plus court, mais qui ressemble par bien des aspects à celui des Fralib. On peut parler aussi à Albi de la fonderie Gillet, qui a un petit peu défrayé la colline. Ils sont partis avec un PDG, et puis les coopérateurs, à un moment donné, ont décidé de le licencier et de promouvoir l'un d'eux comme PDG de la fonderie. Et ils s'en portent visiblement très très bien. On peut citer la librairie des volcans
à Clermont-Ferrand, qui est d'ailleurs un petit peu une collègue SCOP de la librairie qui expose et vend les bouquins à l'entrée. Vous avez pu remarquer que c'était une SCOP. C'est pas une entreprise récupérée, mais c'est une SCOP, visiblement, qui est basée à Chambéry. Voilà, donc la librairie des Volcans, qui était une très très grosse librairie à Clermont, la principale, qui est devenue une SCOP, a été reprise par ces salariés. Alors, je vais conclure, pour surtout laisser la place à la discussion, en gros en disant ceci, dans toutes ces expériences, je crois que ce qui est commun, c'est la question de l'emploi. C'est ça qui est à l'origine du projet. L'emploi est menacé et on pense COP. On pense COP parce qu'on se dit, ras-le-bol des repreneurs hypothétiques qui, peut-être 5 ans après, vont relicencier, etc. Autant contrôler soi-même son emploi. Si c'est ça, et on s'aperçoit, et ça c'est ce que j'ai remarqué, à l'époque j'étais journaliste et j'ai suivi pas mal de ces reprises, on s'aperçoit que, même si ça part de l'emploi, très vite, l'aspiration à l'autogestion naît. C'est-à-dire que dans la lutte, il y a des rapports qui se créent entre collègues de travail, etc. Et on n'a plus envie de faire comme avant. Et puis on n'a plus envie de faire comme avant aussi sur un deuxième sujet, c'est la réappropriation du travail. C'est-à-dire qu'on commence à critiquer la façon dont le travail a été fait dans le passé. Et on veut une qualité, je dirais, du travail, on veut du travail bien fait. C'est les Fralib, c'est la Label Rose qui disent on veut plus de produits artificiels, d'arômes de synthèse dans nos glaces, dans nos thés, on veut que du produit naturel, etc. Voilà. Enfin, je vais terminer sur ce sur quoi j'ai commencé, essayer de quantifier un petit peu ce mouvement, très très difficile à quantifier, parce qu'il n'est pas aussi identifié, comme je vous l'indiquais, qu'en Argentine. En Argentine, vous avez des études très précises sur les entreprises récupérées. Là, c'est un petit peu plus lâche, puisque c'est noyé dans la Confédération. Noyé, pas en termes péjoratifs, dans la Confédération Générale des SCOP. Encore une fois, je pense que souvent, les unions départementales aident ces reprises. Enfin, c'est très variable, d'une façon ou une autre, les accueils sont variables. Mais peu importe. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, la Confédération des Générales des SCOP n'aime pas trop qu'on mette ça en avant, parce que c'est très médiatique. Et du coup, on dit, ah, les SCOP, c'est les entreprises en difficulté, ce qui n'est pas vrai. C'est un raccourci qui est rapide, et ils ont raison là-dessus. Il n'empêche qu'en termes de création d'emplois, c'est quand même très significatif. Je considère, au fil des années, que 20% des créations d'emplois dans les SCOP sont issues de ce type de reprise, ce qui est quand même assez significatif. Mouvement des SCOP, quand même, pour vous indiquer sa taille, grosso modo, on doit commencer à approcher aujourd'hui les 60 000 personnes en France, au travers de 2500 entreprises. Alors, quand je dis entreprises, je mélange les SCOP et les SIC, puisque les SIC sont majoritairement intégrés dans la Confédération Générale des SCOP. Il n'y en a que 10% qui sont dans la Fédération des Cubains. Chez SCOP, classifie les créations d'emplois en SCOP en 4 catégories, qui sont les créations de SCOP ex nihilo. Le schéma le plus classique, c'est 3 personnes, 4 personnes, et on monte un bureau d'études en SCOP. C'est les reprises d'entreprises à la barre, ce qu'ils appellent à la barre, donc de toute façon des conflits sociaux sont là, au tribunal, etc. Donc c'est ça. Donc là, en gros, c'est 20%. La troisième catégorie, ce sont les transmissions d'entreprises. Alors la CGSCOP assiste beaucoup là-dessus, en disant, voilà, ce sont des PME, dont le patron fondateur va partir à la retraite. En général, sans lui, la boîte ne vaut rien. Donc il est infoutu de la vendre. Et donc ce qu'on va faire, on va la transmettre aux salariés qui vont la reprendre et lui assurer une pérennité. Ce qui est très intéressant, je veux dire, en termes de processus. Et la quatrième catégorie, qui est la transformation d'associations en SCOP. Alors quand je dis en SCOP, c'est en société coopérative et participative, sachant que dans le chapeau société coopérative et participative d'aujourd'hui, vous avez à la fois les SCOP, société coopérative de production, autrefois on disait ouvrière, mais c'est passé de mode, et puis les SIC, les sociétés collectives, sociétés coopératives d'intérêt collectif. Alors c'est vrai que les associations, c'est très souvent vers les SIC qu'elles vont en termes de transformation. En SIC, les règles, c'est qu'il doit y avoir 3 collèges, et obligatoirement un collège de salariés, un collège de bénéficiaires. Donc en fait, bénéficiaire, c'est le terme d'usager que j'employais. Et puis un troisième collège, qui peut être un petit peu ce qu'on veut, collectivité locale ou autre. Voilà ce que c'est qu'une SIC. Alors, d'un point de vue de gestion, c'est un petit peu ce que je défends dans le bouquin « Travailler autrement ». Le travail en SIC et le travail en SCOP est très très différent. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, la SIC, de mon point de vue, s'apparente quand même à une coopérative d'usagers dans laquelle on aurait amélioré le fonctionnement en permettant aux salariés de s'investir dedans et d'avoir le droit à la parole. Mais du point de vue du fonctionnement, c'est la même. C'est le besoin d'un service qui crée la SIC, il me semble. Et donc, il n'y a pas ce qu'on appelle en SCOP la part travail. Il n'y a pas la part...
en scope, lorsque vous avez un excédent de gestion, il y a toujours une part qui revient systématiquement aux salariés, quel que soit leur statut dans l'entreprise, hein, sociétaire, pas sociétaire, etc., qui peut monter jusqu'à 50%. On n'a pas ce phénomène en SIC, hein, c'est pour ça qu'on est plus dans une logique de gestion coopérative d'usagers. Et c'est un... Voilà. Et enfin, dernier point sur les expériences d'autogestion, alors là, c'est très difficile à dire. Je crois qu'il y a un peu un paradoxe, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une SCOP quand on y réfléchit d'un point de vue juridique? C'est une SA, une SAS ou une SARL à statut dérogatoire, coopératif, et finalement elle fonctionne pareil, les statuts sont identiques à ces exceptions près, les réserves impartageables, une personne, une loi, etc., les collèges dans une SIC et tout, mais c'est la même chose. Et donc, de base, on peut très bien avoir des sociétaires qui élisent un directeur en conseil d'administration, etc., et puis on reconstitue la hiérarchie. Bon, ça c'est quelque chose qui peut très bien se produire. Sauf que on s'aperçoit que, et là c'est deux chercheurs, Charmettan-Juban, qui sont justement en Rhône-Alpes, qui sont intéressants, on fait des études qui montrent qu'il y a en fait du management participatif qui de facto se met en place. Tout simplement parce que, ben oui, la direction, elle est tributaire des travailleurs en termes d'élection. Hein, je vous signale la fonderie Gillet, c'est pas un hasard. Fonderie Gillet, après un an de reprise, ils ont viré leur directeur qui avait été un petit peu poussé par l'Union régionale des SCOP. Ils ont dit non, ça suffit, pour ce qu'il fait, ça ne nous intéresse pas. On va prendre un directeur qui sera de notre propre cœur. Et puis, par contre, c'est vrai, j'ai quand même une interrogation. Alors, on voit des SCOP, notamment les SCOP qui sont originés d'un mouvement social qui souvent sont assez autogestionnaires dans leur fonctionnement. Ça a créé un antécédent dans lequel on a l'habitude de donner son point de vue. On le donnait dans les assemblées générales de lutte, donc je ne vois pas pourquoi on ne le donnerait pas dans les assemblées générales coopératives d'entreprise une fois que c'est lancé. Ça, c'est une réalité qui est forte. Pas toujours, mais... Et par contre, c'est vrai, je m'interroge, moi, avec Thomas Coutreau, hein, qui a fait un livre là-dessus, je m'interroge comme lui sur comment se fait-il que dans les scopes, on n'a pas tellement innové sur ce terrain-là depuis pas mal d'années, et comment se fait-il que c'est peut-être plus du privé, qu'on voit des notions d'entreprise libérée, ce genre de choses. Ça, c'est une interrogation. Sur la question de la longévité des entreprises, on n'a pas de statistiques sur les entreprises qui existent encore, qui n'existent pas, de celles qui sont reprises. Par contre, on a des statistiques sur l'ensemble des scopes. Et les statistiques sur l'ensemble des SCOP sont vraiment extraordinaires, parce qu'elles montrent que les SCOP sont beaucoup plus résilientes que les autres entreprises. Je prends juste un chiffre, lorsqu'on crée une SCOP, à l'horizon de 3 ans, et dedans je mets les reprises d'entreprise. Hein. Si je suis dans une SCOP, on a 3 chances sur 4 d'être toujours en vie. Si je suis dans une entreprise classique, on est à 2 tiers. Voilà. Ensuite, les SCOP ont une moyenne d'existence de 22... les SCOP qui ont plus de 20 ans d'existence, c'est 22% des SCOP. Ce chiffre, c'est 18% pour l'ensemble des entreprises. On pourrait dire c'est un mouvement vieillissant, et ça répond à la question d'une personne de sa croissance. Non, c'est au contraire un mouvement qui croît beaucoup plus vite que le reste de l'économie. Insuffisamment, marginal, on est entièrement d'accord. Mais qui croît plus vite, et donc un modèle quand même qui est beaucoup plus robuste. Entièrement d'accord sur la question de la démocratie dans ça. Ça rejoint un peu les deux premières questions qui ont été posées sur la question de la confrontation avec les syndicats et la question du projet politique qui est tenu par... Je crois que ce sont deux questions qui sont très très proches, qu'on ne peut comprendre à mon sens que dans l'histoire du mouvement des SCOP, que je développe d'ailleurs dans le bouquin Travailler autrement. Il faut comprendre que le mouvement des SCOP, c'est pas un mouvement qui je dirais, est progressiste au départ, il est très mal vu les syndicats, pour être très clair. Et c'est pour ça que je vous ai dit, attention, c'est un tournant qui est pris. Et qui est pris très très. Et c'est vrai que tu as aujourd'hui une pluralité dans le mouvement des SCOP qui est incroyable, de gens qui sont extrêmement conservateurs, de ce que tu appelais un socialiste bontin, pour être clair, et y compris de gens qui se réclament de la transformation sociale. Je me souviens d'une réunion qu'avait organisée les PILPA de plusieurs SCOP de la région, qui était très intéressante, avec la représentante de l'URSCOP. Il y avait une personne de Scopti, là, vous imaginez le discours de Scopti, d'accord, voilà, et la fille de l'URSCOP dit, oui, mais moi je reconnais ce discours. C'est pas le discours qui est porté par la Confédération Générale du Discours, mais il a sa place dans notre schéma. Et juste, je prends un exemple, par exemple, regardez, qui est la directrice de l'URSCOP Rhône-Alpes, ici? C'est la sœur de François Ruffin. Ah bon? Eh ouais. Ils sont bien sur la même ligne, je veux dire, il n'y a pas de... Enfin, a priori, quoi. C'est pour ça qu'il faut le comprendre comme un mouvement très pluriel, dans lequel on a toutes choses, et du coup, c'est un mouvement d'entrepreneurs, et c'est vrai qu'on est un petit peu choqué.
Sur l'attitude des syndicats, je dirais que c'est quelque chose qui change énormément. Oui, et il y a effectivement des blocages à certains moments, et puis il y a des moments où au contraire les syndicats sont à l'initiative. Alors Mondragon, c'est à la fois extraordinaire, parce que c'est une centaine de coopératives qui se coordonnent, qui ont réussi à créer leurs outils de solidarité collective, et en même temps, à l'international, ça a complètement dérapé en rachetant des entreprises, et en ne donnant pas le sociétariat aux gens qui rentraient dans le groupe Mondragon proprement dit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a moins de 50% probablement des travailleurs de Mondragon qui ne sont pas sociétaires. Je dis probablement, c'est pas publié. Bon, je crois qu'une des raisons sur laquelle il faut pointer, c'est la question du rôle du capital. Je crois que dans tout ce qu'on a dit, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que c'est l'usage qui prime dans la logique coopérative. Vous avez une logique de l'usage, vous l'avez vous-même dit sur la propriété, la coopérative d'habitants, hein, l'objectif c'est pas de faire de la spéculation ou quoi que ce soit, c'est d'avoir un logement, d'accéder. Et malheureusement, l'outil coopératif tel qu'il est aujourd'hui, c'est un outil, comme je vous l'avais dit, dans lequel il y a un capital qui est second par rapport à l'objet social. Il n'empêche qu'il existe. Il n'empêche qu'il reprend ses droits à un moment donné. Je crois que c'est favorisé par la taille. Alors la taille, il y a la question du management qui se pose, mais il y a aussi la question du capital qui est importante. Et c'est vrai, je pense, qu'à un certain niveau de développement, lorsque le capital, même collectif, devient important, on n'a pas forcément envie de le partager. Et ça peut expliquer, je dirais, ceci. Un capital coopératif, il existe encore en tant que capital, et c'est pour ça qu'il faut aller, je pense, au-delà de la propriété, dans la logique dans laquelle on est. Sur la question des relations avec le mouvement coopératif et le mouvement intermondialiste, ça rejoint un petit peu cette question. Bon, je suis relativement... alors je connais le combat de Roy dans les AG de l'Assemblée Générale des SCOP, etc., qui sont justes, mais j'ai le sentiment que, en fait, ça passe pas, parce qu'on est dans une autre logique. Je crois même que, historiquement, c'est historique, hein, alors que le mouvement coopératif avait une volonté transformatrice de la société, ça s'est cassé grosso modo à l'entre-deux-guerres avec Gide. Charles Gide, lorsque Charles Gide, à la fin, dit ma république coopérative que j'espérais et que j'appelais de mes voeux, elle n'aura pas lieu. Et là, dès qu'il est remplacé à la tête de la FNCC, il y a une nouvelle personne qui vient, qui dit finalement le rôle du mouvement coopératif, c'est d'être un tiers secteur entre l'économie d'État, l'économie privée, et puis il y a nous. Voilà. Et on s'est un petit peu localisé. C'est un petit peu pour ça. Moi, je renverserais peut-être la balle, le mouvement en disant nous. Mouvement altermondialiste, je ne sais pas, mouvement social, je ne sais pas comment définir, mais probablement mouvement politique très clairement, on se doit de se servir de ce mouvement coopératif pour montrer que les solutions coopératives sont supérieures et en même temps on leur limite. Alors leur limite des pistes, je crois que c'est celles qui ont été branchées sur la question revenu d'existence, d'autres ont parlé d'autres. Moi, je crois très sincèrement qu'on doit marier les deux. C'est-à-dire qu'on doit apporter en tant que mouvement politique au mouvement coopératif ce qui lui manque. Et ce qui lui manque, bon, je ne suis pas forcément favorable au revenu d'existence, mais c'est un débat qui est intéressant, je dirais. Et par contre, c'est un débat qui mérite d'être porté. Il doit y avoir d'autres formules, peu importe, mais ce qui est important, c'est que tout ce débat que nous avons, c'est un débat autour de la socialisation du revenu, c'est-à-dire que l'économie marchande, comment elle fonctionne, on doit le socialiser, avoir des règles de répartition qui ne sont pas forcément des règles marchandes et qui doivent nous amener collectivement à trouver des solutions. Et l'autre terrain sur lequel on doit intervenir, c'est la question des outils financiers, même chose, commencer à penser un secteur financier socialisé avec un commun de socialisation des investissements qui permettent effectivement à toutes ces initiatives citoyennes d'avoir du répondant. Donc je crois qu'on se doit à la fois de participer, parce qu'on est dans le mouvement réel, de transformation de la société et à avoir une vision politique qui dépasse ce que le mouvement coopératif peut faire, qui aujourd'hui se localise comme tiers secteur. Voilà où j'en suis aujourd'hui sur cette question.